Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquier, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Ce podcast a été réalisé grâce à l'entreprise familiale Léa Nature qui élabore depuis 1996 des cosmétiques bio et naturels d'exception avec des marques de beauté engagées comme Eau Thermale Jonzac, la cosmétique bio à l'eau thermale vendue en para, pharmacie et magasins bio, ou Sobioéthique, l'incroyable marque aux actifs bio précieux, vendue en grande et moyenne surface, des musts à découvrir. Mille merci à notre partenaire Léa Nature. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences. Rayonner de beauté, tant intérieure qu'extérieure, est le fruit d'une alchimie complexe entre le corps, l'esprit, l'alimentation et le mode de vie. Depuis des millénaires, l'Ayurveda, médecine holistique venue de l'Inde, propose un accompagnement complet de la santé et de l'être. Mon invitée est une experte en pharmacotoxicologie et s'intéresse depuis plus de 20 ans aux produits d'origine naturelle. Elle est connue pour ses livres best-sellers et sa transmission sur les soins à faire soi-même et les actifs de plantes naturelles. Elle vient nous partager aujourd'hui les 10 vins secrets de beauté ayurvédique, qui est aussi le titre de son nouveau livre aux éditions Erol. Bonjour, chère Sylvie Ampiquian, bienvenue dans Métamorphose. Oui, bonjour Anne. Alors, comment toi, qui es passionnée de plantes et d'histoire, es-tu tombée amoureuse de l'Inde et de l'Ayurveda ? Alors en fait, mon histoire avec l'Inde, elle a commencé pas très loin d'ici, dans le 10e arrondissement de Paris, où j'habitais vers la fin des années 80. Et j'ai vu naître le quartier indien, j'ai vu ouvrir le premier magasin, puis les suivants, et c'est devenu donc le quartier indien de La Chapelle. Et donc moi je me suis toujours intéressée un peu aux produits qui étaient vendus dans ces boutiques. Et le hasard a voulu qu'une dizaine d'années plus tard, je travaille dans le cadre de l'expertise pharmacotoxicologique sur une veille scientifique pour un grand laboratoire cosmétique français sur les actifs du monde et notamment les actifs indiens. Donc voilà, j'ai un petit peu fait le lien entre la pratique quotidienne et puis la science. Il se trouve aussi que j'ai rencontré diverses personnes passionnées par l'Inde, notamment le docteur Guy Avril, qui est un médecin naturopathe et qui a été formé à l'Ayurveda en Inde, et également Valentina Princip, une amie italienne qui est illustratrice et qui a illustré donc l'ouvrage paru chez Erol et qui est également masseuse ayurvédique et qui a également été formée en Inde. Donc tout ça plus ça m'a poussée en fait à écrire ce livre. Et puis par contre, je ne suis jamais allée en Inde, tout simplement parce que j'ai la phobie de l'avion. D'accord, bon, écoute, on peut connaître et découvrir un pays à travers aussi, bien sûr, les livres, tu le disais, la pratique des ingrédients, c'est ce que tu as fait. Alors, comment on peut décrire l'Ayurveda, qui est la plus ancienne médecine du monde ? Alors, brièvement, en fait, l'Ayurveda, c'est une pratique holistique, c'est-à-dire globale, qui considère l'individu dans son ensemble et l'individu étant lui-même placé au cœur de l'univers et de la nature et de son environnement. D'un point de vue plus précis, l'Ayurveda rassemble une médecine, mais également une diététique et un mode de vie, une qualité de vie. Alors, la flore de l'Inde est bien connue. Alors, moi, j'y suis allée en Inde. Je n'avais pas la phobie de l'avion. Maintenant, je l'ai un peu plus, effectivement, comme toi. Je ne sais pas si j'y retournerai. Et la flore est d'une richesse vraiment incomparable. C'est extraordinaire. C'est vrai, quand on va là-bas, on est frappé par les odeurs, le jasmin, etc. sur les marchés. Est-ce que l'Ayurveda est quand même adapté à notre mode de vie occidental ? C'est la question qu'on se pose toujours. Il y a quelques années, j'aurais dit non. Oui. Mais notre culture est en train de changer. C'est vrai que très rationnel, on était tourné vers le consumérisme, vers le productivisme, mais les mentalités changent énormément et les personnes se tournent de plus en plus justement vers ce genre de pratiques corps-esprit qui leur permettent de se réconcilier avec eux-mêmes, de réconcilier leur corps et leur esprit et de se réconcilier aussi avec la nature et avec tout notre environnement en fait.
Oui. Alors selon l'Ayurveda, il y a un mot dont tu parles dans ton livre qui est Saundarya, je ne sais pas si je le prononce bien, qui désigne en fait le principe de beauté et qui repose sur 3 piliers en Ayurveda. Alors est-ce que tu peux un peu nous en parler? Oui. Bon, en fait, on retrouve ça un petit peu aussi en Occident, mais le premier principe, c'est la beauté extérieure. Rupam, c'est avoir une belle peau, de beaux cheveux, éventuellement une belle ligne, mais c'est un peu plus secondaire en Inde. Ensuite, c'est Gunam, c'est la beauté intérieure, c'est la bonté, la générosité, l'empathie, voilà. Et alors, Vasya Tiag, je me souviens jamais très bien le terme, qui est un petit peu compliqué avec plein de Y. C'est plus impalpable. C'est ce que nous, on appellerait le charme, le charisme. C'est la beauté profonde. Oui, le rayonnement peut-être de l'être. C'est la beauté profonde, mais qui se voit aussi, qui se perçoit de l'extérieur. Ça se rapproche à la fois du charme et de la bonne mine. C'est-à-dire, quand on voit quelqu'un et on se dit, il est en bonne santé, il est bien dans sa tête, il est bien dans son corps, voilà. D'accord, donc ça, ce sont les 3 piliers de ce qui considère comme de la beauté. Selon l'Ayurveda, voilà. Alors en Ayurveda, il y a les fameux doshas aussi, on parle de l'équilibre, Pitta, Kapha, voilà. Et donc j'aimerais que tu nous en parles un peu plus. C'est le Prakriti, ils appellent ça comme ça, qui repose sur nos doshas, qui est vraiment cet équilibre corps-esprit qu'on chercherait vraiment à atteindre. Et je crois que ces doshas évoluent aussi au cours d'une vie. Oui, tout à fait. Nos doshas évoluent. Voilà. En fait, oui, connaître son dosha dominant, en fait, son prakriti, ou son dosha dominant, ou ses doshas dominants, parce que chaque individu est complexe, c'est connaître sa constitution, mais aussi bien en termes d'émotions. C'est vrai qu'on connaît des personnes qui sont plutôt émotives, des personnes qui sont plutôt froides, des personnes qui sont colériques, voilà. Et ça va souvent avec des caractéristiques physiques. Tu peux un petit peu nous les décrire, ces 3 doshas, Vata, Pitta, Kapha, c'est ça? Alors, disons que, grosso modo, Pitta, c'est un petit peu la personne nerveuse et très active, qui va avoir tendance à avoir la peau plutôt réactive et à perdre ses cheveux, voilà. Entre autres caractéristiques physiques, et qui est plutôt mince. Kapha. Alors Kapha, c'est plus la personne un peu lymphatique qui va avoir tendance un peu à prendre du poids, à être constipée, à peut-être manquer un tout petit peu de dynamisme, voilà. Et Vata, alors c'est la personne qui est plutôt aérienne, plus spirituelle, souvent très maigre, et qui a une activité assez intermédiaire, mais souvent tournée plutôt vers l'intellect. Et en fait, les individus purement Vata, purement Kapha, purement Pitta existent rarement. On est tous constitués pour une part plus ou moins importante de ces 3 doshas, mais on peut avoir un Vata dominant, un Pitta dominant. Par exemple, si on a un Kapha dominant, on va avoir tendance à prendre du poids ou à faire de la rétention d'eau. Si on est Pitta, on va avoir tendance à avoir de l'acidité gastrique. C'est un peu la personne stressée, quoi. Et donc, l'Ayurveda, son but, c'est de rétablir l'équilibre, parce que la constitution idéale, c'est part égale de Vata, Pitta, Kapha. Et donc, on va, plutôt que de stimuler le Kapha insuffisant, on va plutôt avoir tendance, en Ayurveda, à apaiser le Kapha dominant. D'accord. Donc c'est important quand on a une alimentation, quand on fait des soins, de pouvoir l'adapter à son dosha. Voilà, tout à fait. Alors, ce que j'explique dans le livre, c'est qu'on peut utiliser les plantes indiennes. Je sais pas, par exemple, le henné pour se colorer les cheveux, la mangista pour traiter l'acné, sans forcément connaître son prakriti. Par contre, si on connaît son prakriti, on va pouvoir faire une sélection plus adaptée et qui apportera, au-delà par exemple de soulager l'acné, qui va aussi peut-être apaiser, apporter plus de sérénité. Voilà, on aura un effet additionnel en plus de l'effet, je dirais entre guillemets, à l'occidental, c'est-à-dire anti-acnéique ou hydratant ou anti-rides, voilà.
D'accord. Donc c'est important quand même. Et toi, tu proposes dans ton livre de faire ce test de son dosha et d'en tirer effectivement des dominantes, même si c'est pas forcément une science exacte quand on fait le test comme ça. D'autant plus que c'est facile. Il y a un questionnaire qui est assez simple et on a peu de chances de se tromper. Moi, je l'avais fait moi-même. J'avais donc découvert que j'étais une pitta dans une enveloppe CAFA et ça a été confirmé par 2 personnes, le docteur Avril et Valentina. Voilà, donc on peut le faire soi-même avec peu de risque d'erreur. D'accord. C'est vrai que quand je suis allée en Inde, et il y a presque 20 ans, je suis allée dans une clinique ayurvédique pour avoir des soins cosmétiques, etc. J'avais vraiment envie de tester ces rituels. Et on avait commencé par ce test préalable et qui était quand même assez long. C'était des médecins qui faisaient ça, spécialisés en Ayurveda, et qui ensuite faisaient ces soins adaptés en fonction de... Alors c'était un peu particulier parce qu'à l'époque, j'avais reçu beaucoup de soins avec des aliments. Je me souviens qu'il y avait du concombre, du yaourt, etc. Et j'avais une réaction cutanée assez forte, comme si ça faisait sortir, en fait, je sais pas, des choses, en fait, du corps, comme une sorte de détox, mais un peu violente, quand même. Ça peut arriver? Oui, mais la détox, c'est un grand principe de l'Ayurveda et de la plupart des médecines traditionnelles. Et on va pouvoir observer la même chose, par exemple, en homéopathie ou même en phytothérapie. Une réaction violente de détox en début de traitement, c'est pas rare. Oui. Ouais, et c'était pas un traitement interne, c'était vraiment un traitement externe. Oui, d'accord. Oui. Alors c'était un peu spectaculaire. Oui. Alors c'est une cosmétique qui est basée aussi sur les rituels. C'est important, les rituels, pour l'équilibre, que ce soit psychologique, émotionnel ou physique. Oui, c'est un petit peu en fait le concept de Julien Kaybeck, la slow cosmétique. Oui. C'est un peu ça, c'est prendre un temps pour soi. C'est pas appliquer un soin vite fait, bien fait comme ça, sans s'impliquer. Oui. C'est pas appliquer sans s'impliquer. C'est prendre un temps pour soi, choisir les ingrédients qui vous conviennent vraiment. Et en fait, ça permet effectivement de se concentrer sur son corps et pas de le traiter un peu à la va-vite sous la douche ou devant le miroir. Donc oui, je pense que ça aide à retrouver cet équilibre en fait, à mettre en accord le corps et l'esprit. D'accord. Donc ça, c'est important. Et en parlant de rituel, tu parles de cet arbre que vénèrent les femmes, qui est l'Ashoka, qui célèbre l'énergie féminine de la Shakti. Et dans un extrait du Rig Veda, qui est un texte canonique de l'hindouisme, qui a été écrit entre 1500 et 900 avant Jésus-Christ, tu dis, alors je le lis, c'est « Ô vous les herbes, nées au commencement des temps plus anciennes que les dieux eux-mêmes, ô plantes avec cet hymne, je chante pour vous, nos mères et nos dieux ». Je trouve ça très beau. C'est important, en fait, d'être dans ces rituels, de vénérer la nature, plus que chez nous, ou alors on a oublié ça. C'est important au plan spirituel, je pense, mais comme tu le sais, moi je suis très terre à terre et donc où je suis spirituelle sans le savoir. Oui. Et j'ai toujours apprécié le contact avec la plante, avec le produit naturel qui, comme je disais tout à l'heure, apporte bien au-delà d'un simple effet cosmétique ou thérapeutique. D'accord. Alors certains parleront d'énergie vibratoire. Des plantes, oui. Voilà, moi c'est juste un simple feeling qu'effectivement elles apportent davantage parce qu'en fait on fait tous partie du même univers, du même fonctionnement. On est dans un biotope mondial et universel en fait. Donc j'ai une amie vétérinaire qui disait qu'une plante était un système entier qui soignait un système entier, l'homme ou l'animal. Et on revient au totum, effectivement, de la plante et de l'être humain aussi. On en a pas mal parlé avec ce passionné de botanique qui est François Couplan dans un podcast à ce sujet. Quelles sont les plantes et les ingrédients indiens? Tu cites le henné, le neem par exemple. Alors il y a des noms un peu imprononçables. Le cholmugra, enfin pour moi, ils sont imprononçables. Le manjishta, qui n'ont pas d'équivalent finalement dans notre propre culture, dans notre arsenal naturel. Alors toi, tu les as effectivement cités
cité, le Nîmes, c'est une noix, en fait, dont on tire une huile qui a des propriétés non seulement cicatrisantes, puissantes, mais également insecticides. Et ça, on n'a pas dans notre arsenal thérapeutique. Anti-poux, par exemple ? Insecticide anti-poux, absolument, absolument. Alors, le seul problème, c'est que ça a une odeur un peu de poireau, mais c'est le prix à payer pour un masque anti-poux qui est vraiment efficace. Il y a le chomoule gras. Alors, le chomoule gras, c'est pareil, c'est une noix qui donne une huile. Et cette huile, elle a été quand même utilisée jusqu'à traiter la lèpre, qui est un fléau en Inde, et donc qui est un cicatrisant extraordinaire et dont on peut détourner les propriétés en cosmétiques réparateurs, anti-rides, etc. Et ça non plus, on n'a pas l'équivalent dans notre pharmacopée. La Magista, c'est la garance indienne. Alors ça, c'est une plante qui est réparatrice, anti-acnéique, dont on n'a pas l'équivalent. Le henné, le henné n'a pas son équivalent chez nous. Alors le henné, on n'en trouve pas qu'en Inde. Oui, on n'en trouve pas qu'en Inde, on en trouve aussi dans toute la péninsule arabique, oui. En Afrique du Nord, mais ça fait vraiment partie de la pharmacopée ayurvédique et des traditions indiennes, tout à fait. Alors en Inde, on l'utilise combiné avec d'autres plantes tinctoriales. Mais c'est vrai que l'Inde est la terre des plantes tinctoriales, bizarrement. Chez nous, on a plutôt des blonds, parmi les plantes tinctoriales pour les cheveux. En fait, les Occidentaux ont toujours recherché la blondeur. Oui. Donc, on a des plantes tinctoriales comme la camomille, par exemple, la rhubarbe, mais qui vont être orientées vers plutôt le blondissement des cheveux. Donc, du coup, on n'a pas franchement l'équivalent de toutes ces plantes tinctoriales dans les plantes de la pharmacopée occidentale. Alors quand on fait des recettes, alors le henné on s'en procure assez facilement parce qu'on l'utilise aussi. C'est vrai que les indiennes sont plutôt très brunes, voire ont les cheveux noirs. On voit assez peu de blondes là-bas. Mais est-ce qu'on peut trouver facilement les autres plantes dont tu parlais ? Comment est-ce qu'on se procure ces ingrédients ? Tout à fait. Alors en fait, il y a beaucoup de plantes, en dehors de ces plantes, je dirais, entre guillemets, un peu exotiques, il y a beaucoup de plantes qu'on partage en fait, notamment par exemple la rose. La rose, elle est universelle, oui. Et les Indiens utilisent énormément la rose, principalement sous forme de poudre de pétales. C'est une rose qui est proche de la rose de Damas en fait, rose parfumée. L'amande, l'huile d'amande douce est très utilisée. Le concombre. Le concombre est incontournable, c'est le même concombre que nous. Le yaourt, oui. Alors le yaourt ou le lait fermenté, voilà. Type un peu kéfir. Voilà, oui. Le beurre, ils utilisent beaucoup le beurre clarifié. Le ghee, c'est ça le... Voilà, il y a beaucoup d'autres exemples. Le citron, l'orange, les agrumes. Et puis la noix de coco en fait qui est tropicale, qu'on retrouve sur toute la planète dans les régions tropicales et qui fait aussi, on peut dire, pratiquement partie de nos traditions, en tout cas qu'on retrouve dans toutes les bonnes épiceries, quoi. On va retrouver de la poudre de coco partout, donc on peut considérer qu'elle fait partie de notre tradition aussi. D'accord, donc ça c'est bien parce que finalement ils sont plus faciles à trouver et c'est vraiment ce qu'on a en commun et ce qu'ils utilisent aussi en Ayurveda qu'on peut adapter. C'est notre tronc commun, voilà. Oui. Exactement. Alors justement, on va passer un peu plus à la pratique. Alors il n'y a pas d'image évidemment, donc quand tu vas nous parler de recettes, il va falloir, on pourra les retrouver. Je les proposerai aussi pour celles et ceux qui nous écoutent, s'ils ont envie de passer à la pratique. Alors tu proposes un programme complet de soins du visage en 8 étapes à faire 1 fois par semaine ou 2 fois par mois. Est-ce que tu peux nous partager un peu cette version un peu rapide de ce programme de nettoyage? Oui, parce qu'en fait, le véritable soin comporte 8 étapes, donc ça fait un petit peu long au quotidien, mais on peut faire par exemple 1 fois par semaine. On va commencer par pratiquer un bain de vapeur. En mettant tout simplement, par exemple, dans de l'eau bouillante, des pétales de rose, mais on peut aussi mettre de la sauge, de la verveine, on va dire une plante purifiante qu'on a sous la main, de la menthe. Donc on fait bouillir l'eau, on met la plante et on s'expose à la vapeur hors du feu, bien sûr, pendant environ 5 minutes. Ensuite, on tamponne et là, on va appliquer une huile végétale
qui peut être par exemple une huile indienne comme l'huile de sésame, l'huile de nigel, mais on peut mettre de l'huile de tournesol ou un sérum qu'on aime bien, quoi. Voilà, une huile visage. On se masse le visage avec. On fait ça plutôt pénétrer. Le soir, Sylvie ? Oui, généralement, on a plus de temps et puis bon, si on fait un gommage, on peut avoir de légères rougeurs éventuellement. Hein, donc, on peut être très légèrement échauffé parce que c'est un soin qui va vraiment stimuler la peau, voilà. Donc, c'est peut-être mieux le soir, effectivement. Donc, après avoir appliqué l'huile, là, on va faire un masque. Moi, je conseille tout simplement, parce que c'est universel, d'humidifier de la poudre de pétales de rose. On obtient une pâte de la consistance d'un dentifrice à peu près. On l'applique sur le visage, on laisse poser une dizaine de minutes. Alors en Ayurveda, on ne laisse jamais sécher les masques. D'accord, contrairement à l'argile chez nous, par exemple. Voilà. Et donc, on va gommer, on va le retirer en gommant. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. On rince. Et on tamponne, et là, on applique sa crème hydratante habituelle. Et là, on va avoir une peau, mais vraiment une mine. Quand on fait ce genre de soins, il y a un avant et un après. Ah oui, ça donne envie. Ah oui, c'est visible. On dit, ah oui, quand on se voit dans la glace, ouais, c'est vrai. Ça réveille, ça stimule le teint, ça réveille, ça donne bonne mine, cette fameuse bonne mine qui est le troisième principe de la beauté. Oui. Un teint éclatant. Ayurvédique, voilà. Alors le masque, on peut trouver cette poudre de rose à quel endroit, par exemple ? Donne-nous quelques noms de boutiques où on peut l'acheter, même en ligne, par exemple. Alors bon, on la trouve dans toutes les bonnes épiceries indiennes. D'accord. On la trouve sur Internet, dans les sites spécialisés dans les ingrédients pour cosmétiques, hein, dont un site très très connu dont les initiales sont A à Z. Type Aromazone. Alors voilà, on n'est pas contraint au niveau des marques, on peut en citer, il n'y a pas de souci. Donc Aromazone, par exemple. Aromazone a vraiment développé une gamme intéressante de produits ayurvédiques de très bonne qualité. Donc ils ont à peu près toute la gamme, hein, donc la poudre de rose, et on peut éventuellement, si on a un jardin, si on a des roses parfumées non traitées, on fait sécher les pétales jusqu'à une consistance vraiment de parchemin, et puis on les passe au moulin, et on peut ensuite utiliser cette poudre de rose gratuite, en fait, pour faire ces masques bonne mine, voilà. Quel que soit le type de rose qu'on ait dans le jardin. Il faut que ce soit des roses colorées et parfumées. D'accord. Donc ça, c'est Voilà. En quantité, pour faire une poudre, il faut combien de pétales ? Il en faut pas mal, hein. En fait, c'est un bon rendement quand même. Ah, oui. Si on a un rosier avec une dizaine de roses, on a déjà un bon petit volume de poudre pour faire, je sais pas, peut-être... en gros, je dirais presque un masque pour une rose. Ah oui, c'est bien. Voilà, parfait. Oui, le rendement est bon. Et le bain de vapeur, combien de temps ? Je ne sais pas si tu l'as dit. Le bain de vapeur, c'est 5 minutes environ. D'accord, c'est pas très long. Okay. Par contre, le bain de vapeur, vaut mieux zapper cette étape si on a la peau vraiment très réactive, si on a de la coupe rose. Hein. D'accord. Ou si on est asthmatique, éventuellement. Voilà, ça c'est à chacun de voir s'il va supporter l'exposition à la vapeur. C'est plus la vapeur que l'ingrédient lui-même ? Oui, là c'est quand même plus la vapeur. D'accord. L'ingrédient c'est plus, je dirais, il y a une part de plaisir dedans, des arômes. Alors, est-ce que tu peux nous donner aussi une recette de sérum visage, puisque tu as parlé de son sérum ou de sa crème préférée. Et si tu nous donnais une petite recette facile à faire avec des ingrédients un peu de rêve, mais qui sont faciles à trouver. Je te donne des contraintes. Hein. Voilà. Alors moi j'ai un sérum express en fait, c'est-à-dire qu'on va fabriquer au coup par coup pour chaque soin, mais qui est tellement facile à faire. On va prendre dans le creux de la main quelques gouttes d'huile de nigel. Oui. Donc grosso modo c'est gros comme une capsule, hein, vous voyez, quelques gouttes. On va rajouter une goutte d'huile essentielle de patchouli. Donc on mélange ça va être très aromatique, hein, très puissant, et on applique sur le visage nettoyé avant de mettre sa crème, ou le soir on peut le mettre directement en guise de crème de nuit. Mm-hmm. Et c'est un soin qui va être à la fois anti-rides, stimulant, et également aussi anti-acnéique. Très Donc bien. C'est vraiment pour toutes les peaux. Parfait. En coût, à peu près, quand on achète ces ingrédients, ça nous fait un sérum à combien ? Là, en l'occurrence, l'huile de nigel n'est pas excessive. Et l'huile essentielle de patchouli est une des moins chères. Donc, c'est vraiment un soin qu'on va pouvoir se faire vraiment à moindre coût. Là, ça va être de l'ordre de, je dirais, peut-être une fraction de centime, hein, pratiquement, pour un soin. D'accord, donc c'est vraiment à la portée de toutes les bourses. Alors, c'est pas le cas de tous les ingrédients, mais l'huile de nigel
et l'huile essentielle de patchouli ne sont pas des ingrédients très coûteux. D'accord. On peut même faire la même chose avec de l'huile de sésame, du moment qu'elle est bio et vierge. Et ou vierge. Et là, ce sera encore moins cher. Parfait. Alors, tu proposes 120 recettes dans le livre, donc j'invite vraiment celles et ceux qui nous écoutent à aller découvrir ces recettes. Est-ce que tu peux nous partager une lotion faciale hydratante et adoucissante à l'orange, par exemple? Elle me faisait envie, celle-là. Alors oui, j'aime beaucoup. En fait, l'aspect soin hydratant ne fait pas totalement partie de la tradition ayurvédique, mais fait partie de ce fameux rituel. Et alors, c'est pas un soin hydratant, une lotion hydratante au sens où on l'entend nous, c'est-à-dire qu'on va vaporiser après le nettoyage. C'est vraiment une lotion hydratante qu'on va laisser poser. Et qu'on peut même appliquer avec des compresses, par exemple. Donc, la recette est toute simple. On va mélanger 1 cuillère à café de jus d'orange fraîchement pressé. Une cuillère à café de jus de concombre, ou à défaut, si on n'arrive pas à extraire le jus, on peut mixer un peu de concombre. Et ensuite, 1 cuillère à café d'eau de rose, d'hydrolat de rose. On mélange ça et on applique généreusement sur le visage et on laisse agir avant de tamponner. Et si on a utilisé de la pulpe de concombre, on va l'éliminer avec un linge. Donc on laisse quoi, 2-3 minutes voilà, comme ça. On laisse poser à peine 5 minutes, mais voilà, on va vraiment laisser pénétrer parce que là, ça apporte beaucoup d'eau, mais ça apporte beaucoup d'actifs hydrosolubles qui vont aider l'eau à pénétrer. Des sucres, voilà, des sels minéraux qui vont aider l'eau à pénétrer dans la peau. Et on n'a jamais la peau suffisamment hydratée, donc c'est un soin qui est vraiment loin d'être inutile. On peut le faire tous les jours ou une fois par semaine? On pourrait le faire tous les jours, mais c'est quand même un soin assez long et puis qui ne se conserve pas. D'accord. Donc, moi, je conseillerais plutôt de le faire, par exemple, dans le cadre de son petit rituel hebdomadaire. D'accord. Parce qu'en plus, ça va avoir un effet hydratant durable. Très bien. Alors, une autre astuce avec du curcuma, puisqu'on est en Inde, une huile anti-rides que tu proposes, qui me faisait très envie. Tout à fait. Alors le curcuma, c'est à la fois un antioxydant puissant, donc anti-âge, anti-rides, et puis il contribue à donner bonne mine. C'est l'attribut de Lakshmi, qui est la déesse de la beauté dans l'hindouisme. Et en fait là, ça va être un travail un peu plus à long terme. On va faire macérer 10 grammes de poudre de curcuma, c'est-à-dire l'épice, tout simplement, dans 100 millilitres d'huile végétale. Moi, je pense qu'un bon choix, c'est sésame ou tournesol. On va laisser macérer ça pendant 1 semaine, en agitant, si possible, 1 fois par jour. D'accord. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à filtrer et on aura une huile dorée qui va être à la fois donc préventive des rides et sublimatrice du teint. Et d'ailleurs, il faudra voir éventuellement les peaux très très claires peuvent la diluer si les personnes la trouvent un peu trop foncée. On peut la diluer un peu parce que c'est une huile qui va être quand même très très colorée. Ça tâche un peu peut-être le curcuma? Alors le curcuma, oui. Le curcuma tâche notamment les instruments en bois. Oui. Mais bon, donc voilà, il faut faire attention effectivement quand on utilise le curcuma et certaines plantes tinctoriales comme la mangista, alors qui colore en rouge les serviettes de toilette. Donc voilà, quand on manipule ces produits, il vaut mieux utiliser soit des instruments qu'on va réserver pour ça, si on utilise du bois, soit du linge de couleur foncée, parce que bon, c'est pas sale, c'est juste que ça laisse des traces. D'accord. Un soin hydratant à l'aloe vera, il y avait une version un peu express dans ton livre. Oui, alors l'aloe vera n'est pas une plante, c'est une plante qui vient plutôt des Caraïbes, voilà. Mais et du bassin méditerranéen aussi. Voilà, oui. Mais on retrouve certains aloès en Inde. L'aloe vera vient des Barbades en fait. Bon, mais par contre, il a été vraiment adopté par l'usage ayurvédique en fait. Et c'est donc un soin très hydratant. Et alors là, c'est tout simple. On va faire le même principe que le sérum tout à l'heure. On va mettre gros comme une noisette d'huile végétale au choix, celle qui vous convient, et une noisette de gel d'aloès dans le creux de la main. On mélange au doigt, ou éventuellement on peut le faire ça dans une coupelle, et on va appliquer ce mélange en guise de crème hydratante, parce que l'aloe vera apporte
tous les ingrédients nécessaires à la plante, sauf la matière grasse. Donc la combinaison des deux couvre tous les besoins de la peau, et ça va pouvoir être utilisé, par exemple, le matin ou le soir en guise de crème hydratante. Ah bah c'est super, c'est parfait, c'est très simple. Un petit masque gommage express pour finir sur le visage. Oui, là, je vais aussi donner une recette qui est un petit peu universelle. C'est tout simplement de mélanger dans du yaourt 2-3 pincées, voire jusqu'à une cuillère à café de poudre d'amande ou de poudre de coco. D'accord. Et on n'attend pas surtout que ça ramollisse. On utilise ce mélange. Alors, masque gommage, pourquoi ? Parce qu'on va l'étaler sur la peau, le laisser poser environ 5 minutes avant de procéder au gommage. Comme ça, on a le double avantage de bénéficier des actifs du yaourt, qui est hydratant, et ensuite de bénéficier des propriétés gommantes et du yaourt exfoliante, le yaourt est exfoliant, et de la noix de coco. Donc c'est pour ça que ça s'appelle un masque gommage, voilà. Noix de coco ou amande. Ou d'amande, voilà. Et après on se lèche ou de noisette éventuellement, mais là on s'éloigne un petit peu plus. D'accord, et après on peut se lécher les babines et manger le... Oui, parce que si on a la peau grasse, acnéique, on peut rajouter aussi du miel. Et là, le plus difficile, c'est de ne pas manger la préparation. C'est ça. Alors, les Indiennes ont une autre façon d'entretenir leurs cheveux. D'ailleurs, elles n'ont pas la même nature de cheveux que les nôtres. Elles sont plus proches, tu dis, dans les rituels, de la mouvance du no-poo, c'est-à-dire du pas de shampoing, dans leur philosophie. Oui, tout à fait. Même si malheureusement ça a tendance à se perdre un petit peu, mais les Indiens ont un véritable culte à leurs cheveux. Ils ont vraiment développé beaucoup de solutions naturelles, mais depuis des millénaires, et notamment des shampoings en poudre, en fait, des poudres de plantes, qui justement, comme on disait tout à l'heure, n'ont pas d'équivalent chez nous. Et notamment le célèbre shikakai. Alors le shikakai, il fait beaucoup rire parce qu'il a un nom amusant, et puis parce que sur les boîtes, c'est écrit que c'est un bousilleur de saleté. Sur les boîtes de la marque, c'était mal traduit par un ordinateur, en fait. Bousilleur de saleté. Et voilà, donc sur Internet, il est surnommé le bousilleur de saleté. Et c'est vraiment un shampoing qui est extrêmement efficace. Il suffit d'humidifier la poudre, à peu près une bonne cuillère à soupe de poudre, et pour avoir la consistance d'une pâte à crêpes à peu près, et on applique ça sur les cheveux humides, on malaxe bien, on laisse agir 2-3 minutes et on rince, et donc ça nettoie vraiment les cheveux, ça donne du volume, et surtout ça donne un tonus général, mais c'est difficile à expliquer, comme si on avait fait un massage ou une coupe énergétique, enfin vraiment... Un tonus, tu veux dire à l'ensemble du corps ou aux cheveux ? Quand tu parles de tonus général. Tu l'appliques sur les cheveux, tu te fais le shampoing, et après tu ressens un tonus général, c'est assez stupéfiant, quoi. C'est vraiment très très étonnant. Parfait. Parce que déjà on masse un petit peu forcément en faisant le shampoing. C'est une plante qui est un petit peu irritante. Alors, faire attention parce que ça pique les yeux, mais du coup je pense qu'elle va stimuler énormément de terminaisons nerveuses qui sont très nombreuses au niveau du crâne, et ça donne vraiment une sensation qu'on n'aura jamais avec un shampoing moussant, ça, c'est incomparable. Où est-ce qu'on trouve cette poudre miracle, pareil sur Aromazone ou dans les boutiques indiennes? Le shikakai se trouve assez facilement, donc et également pour les Parisiennes, notamment dans les épiceries indiennes, et c'est pas cher du tout, vraiment. D'accord, il faut privilégier une qualité particulière, bio de préférence, s'il n'y a pas forcément de certification. Alors, je pense que si on achète chez Aromazone, il est peut-être un peu plus garanti. Je ne saurais pas s'il serait bio, mais peut-être plus garanti en termes de qualité. Mais la marque des magasins indiens, là, Esh, et il y a quelques autres marques, elle n'est pas garantie bio, absolument pas. Bon, mais personnellement, elle ne m'a jamais déçue, donc... D'accord, et elle te donne ce tonus et cette... c'est incroyable. Par contre, le prix à payer, c'est que ça pique les yeux, il faut vraiment faire attention. D'accord. Et également, quand on l'utilise, ça ressemble à du cacao, mais la poudre fait éternuer comme le poivre, donc faut faire attention aussi si on est asthmatique quand on manipule le shikakai. D'accord, un peu de précaution d'usage. Quelles sont les autres règles d'or en Ayurveda pour avoir de beaux cheveux, Sylvie Ampiquian ?
Alors, déjà, je dirais règle d'or en Ayurveda, voire en général. Donc, avoir une bonne alimentation, hein, parce que le cheveu est vraiment le reflet de la santé. Bonne alimentation et sommeil, et essayer de combattre son stress, parce que vraiment, les cheveux ne sont pas une production cutanée, comme on le dit souvent. C'est vraiment le prolongement des cellules cutanées. Hein. Ce sont des cellules, hein, les cheveux. Des cellules mortes, mais ce sont des cellules. Donc, ils reflètent vraiment la santé. Donc, une bonne hygiène de vie, ça c'est déjà fondamental. Éviter donc, si possible, les shampoings moussants et surtout ne pas se laver les cheveux au quotidien. Hein. Il faudrait vraiment se laver les cheveux au maximum 2 fois par semaine. Et je sais qu'à Paris, c'est pas évident parce que les cheveux se graissent beaucoup plus vite. Ensuite, faire un bain d'huile de temps en temps quand on a vraiment les pointes à sécher. D'accord, un comment bain est-ce d'huile, qu'on fait ce bain c'est-à-dire, d'huile? ça consiste à appliquer de l'huile. Alors, faut pas non plus s'inonder avec une bouteille, hein, grand maximum entre une cuillère à café et une cuillère à soupe d'huile, de manière à ce que toute la chevelure soit imprégnée. Alors, quelle huile, Sylvie? Alors, l'huile de coco est vraiment idéale. D'accord. L'huile de coco. Et puis, se faire un masque de temps en temps. Alors, tu as ce masque au lait de coco, voilà, justement. par exemple. Alors, le masque au lait de coco, il est très facile à faire. Hein. C'est le lait de coco en briquette. Oui. Donc, ça, c'est un soin qui est lissant, adoucissant, qui donne du volume aussi. Il suffit simplement d'appliquer du lait de coco ou de la crème de coco, tiède c'est mieux, sur les cheveux légèrement humides, et on laisse poser un quart d'heure, 20 minutes, et on rince, et voilà, c'est tout simple. Il y a Plutôt pas sur besoin les de rajouter longueurs, quoi que ce soit. si on a les cheveux longs, Sur ou les sur les longueurs, racines voilà, aussi? oui, tout ce qui est produit gras, vaut mieux éviter les racines quand même, parce que ça peut alourdir quand même. Alors, en général, on fait un shampoing après. Enfin, pour le lait de coco, c'est pas nécessaire, mais bien sûr, si on fait un bain d'huile, il faut vraiment faire un shampoing après, sans trop insister non plus. Et si pendant une semaine on a les cheveux un petit peu lourds, un petit peu gras, c'est pas très grave, c'est juste un peu une esthétique. Alors on se fait un chignon, voilà, on les attache, puis ils sont pas sales, mais ils sont un petit peu surchargés en huile, mais ils n'en seront que plus beaux. D'accord. Après le shampoing suivant. Alors patience, on peut profiter peut-être de périodes de confinement pour faire ce genre de choses, en espérant qu'on n'y reparte pas quand même. Alors pour les soins du corps, et on arrive à la fin de ce podcast, Sylvie, ton livre fourmille de recettes incroyables. Alors j'aimerais bien que tu nous parles surtout des rituels pour le corps le matin. Hein, il y a vraiment des rituels qu'on peut mettre en place le matin. Oui, alors c'est vrai que si on veut vraiment suivre le rituel matinal de l'Ayurveda, déjà c'est pas évident quand on habite en ville, parce qu'il faudrait marcher dans la rosée, donc à moins de descendre dans le petit square le plus proche, c'est pas évident. Courir nu dans la rosée, non, ça on peut pas le faire. Marcher dans la rosée, toucher un animal. Oui. Ça encore ça va. Presque tout le monde a un chat. Toucher une plante, un arbre, voilà, un végétal. Regarder quelque chose de beau, de clair. Regarder le matin se lever. Enfin, voilà, il y a tout des rituels comme ça, qui reconnectent à la nature. Bon, ça, on fait ce qu'on peut, selon l'endroit où on habite. La salutation au soleil en yoga, évidemment. Oui, mais déjà regarder par la fenêtre et regarder la lumière du matin, c'est déjà bien. Regarder un peu au loin. Alors ensuite, il y a des rituels plus terre à terre, comme notamment le gant-douche, c'est-à-dire le bain d'huile, le bain de bouche. Le bain de bouche à l'huile, c'est-à-dire on prend une gorgée d'huile et on va la garder pendant 10 minutes, un quart d'heure dans la bouche. Alors, on peut faire autre chose pendant ce temps-là, bien sûr. Et on malaxe un peu pendant. Et puis après, normalement, on ne l'avale pas, on la recrache. Et il y a des études scientifiques qui ont montré que c'était excellent pour les gencives et contre la plaque. Donc voilà, ça remplace un petit peu le dentifrice. Il y a Nasia qui a le lavage du nez, voilà, etc. Et quand on sait l'importance, je fais une petite aparté, on a fait aussi un podcast avec le docteur Rossi Pianel, qui est vraiment spécialisé dans l'hygiène bucco-dentaire et les soins naturels. Et elle dit que c'est vraiment important de maintenir cette hygiène buccale qui est potentiellement pro-inflammatoire. On sait que si on a des problèmes de gencives, ça dénote aussi parfois d'autres maladies ou de cancer, etc.
Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une chose qu'on sait mal, mais on peut remplacer le dentifrice par de l'huile. Parce qu'en fait, ça décolle effectivement les bactéries qui sont dans la plaque et dont on a montré de plus en plus qu'elles sont impliquées dans des maladies intestinales, voire cardiaques, voire même dans la maladie d'Alzheimer. Il y a des pistes qui ça pourrait partir d'une bactérie se trouvant dans la cavité buccale. Donc bon. Important à... Donc voilà. Mais bon, donc c'est pas évident de pratiquer tous ces gestes au quotidien. Mais par contre, le nettoyage du nez avec un spray à base d'eau de mer, ça c'est vraiment un geste qu'on peut adapter, surtout actuellement. Hein. C'est vraiment loin d'être inutile. Très bien. Peut-être la dernière petite recette, le célèbre gommage au pois chiche. Oui. Alors moi, la farine de pois chiche qu'on appelle bésane en Inde, et on le trouve parfois donc dans les épiceries sous ce nom. C'est vraiment un produit que j'adore parce que j'ai à l'essayer, c'est l'adopter. Je dirais que c'est un savon en poudre. Mais c'est un savon qui est extrêmement respectueux de la peau. Alors on peut l'utiliser aussi bien pour se nettoyer le visage. Alors bien sûr, on l'utilise humecté d'eau, mais on peut aussi l'utiliser à sec sur le corps. D'accord. C'est-à-dire que les Indiens font soit des gommages humide, c'est-à-dire la poudre est humectée d'eau pour former une pâte, soit des gommages à sec directement avec la poudre. Pour ça, on y est un peu moins habitué. Là, on peut mixer tout simplement des pois chiches soi-même. Alors, on peut mixer des pois chiches aussi, oui, effectivement. Par contre, si on le fait sa farine soi-même, il faut vraiment veiller à ce que les grains soient très réguliers. Donc, faut pas hésiter à la tamiser, parce que sinon, on pourrait éventuellement s'irriter avec des grains un peu plus gros. Et donc, on va fabriquer cette pâte de consistance d'un dentifrice. Et on l'utilise comme on utiliserait un savon sous la douche. Et donc, c'est à la fois nettoyant, gommant, exfoliant et stimulant aussi, parce que ça va masser le corps. Donc, c'est vraiment un soin qui est extrêmement agréable. Génial, ça fait rêver tout ça, Sylvie. Sylvie Ampiquian, merci infiniment pour ta présence aujourd'hui. Je suis ravie de te revoir. C'est vrai qu'on a souvent travaillé ensemble. J'ai eu la joie aussi de publier ce livre sur l'Ayurveda chez Erol. Alors, on peut retrouver ce dernier livre, Les divins secrets de l'Ayurveda, avec 120 recettes, je le disais, toutes plus extraordinaires les unes que les autres, ainsi que des rituels, la liste des plantes à utiliser avec leur description. C'est vraiment un petit bijou. Je rappelle aussi que tu as publié de nombreux autres livres. Je ne sais pas, tu as publié plus de 40 livres, Sylvie. Voilà. Et si je puis me permettre aussi d'ajouter qu'il y a de très très jolies illustrations donc de Valentina Princip, et qui est donc à la fois dessinatrice et masseuse ayurvédique. Donc on ne pouvait pas trouver de personne plus adaptée. Exactement, c'est vraiment la belle alchimie. Sylvie, merci infiniment. Tu n'as pas de site internet, donc si on veut retrouver tout ce que tu dis, on le trouve dans tes livres. Tu as écrit aussi le guide de la beauté au naturel, balade médicinale au fil des saisons, je fabrique mes cosmétiques maison, qui était un best-seller. Voilà, merci infiniment. Voilà, merci à toi et merci à tous les auditeurs. Voilà, et belle découverte à vous tous et toutes. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci beaucoup à notre partenaire Léa Nature, une entreprise engagée de nature depuis 27 ans. Premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétiques, diététique et santé. Je rappelle que les marques bio du groupe Léa Nature reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences.